Merci, Monsieur le Président. La culture n'est pas un bloc, hein, comme on vient de le comprendre, puisque je vais prendre les choses un peu différemment, mais on retrouvera quand même certains éléments dont vient de parler mon collègue à côté et ami. Notamment, alors un des éléments, alors là je suis un peu surpris, je crois que nous sommes vraiment aliénés par le marxiste, parce que j'avais aussi un petit peu prévu de commencer avec cette pensée-là. Mais bon, pour en faire la critique, mais bon, le marxiste est là et il faut le critiquer, on n'a pas le choix. C'est le livre de Arnaud Mayer qui avait eu un certain retentissement en 1983, qui s'appelait Persistance de l'Ancien Régime. Donc ça rejoint tout à fait le discours qu'on a entendu. Il y a une erreur, en fait, une grosse erreur dans ce livre, c'est que, en vérité, il confond tout ce qui précède. Enfin, sa thèse, c'est que les élites se sont maintenues, non pas jusqu'à la Révolution française, mais jusqu'à 1914, d'où l'idée de persistance des élites d'Ancien Régime. Alors, il y a une erreur tout à fait marxiste là-dedans, c'est que les élites d'Ancien Régime, ça n'existe pas. Ils confondent l'Ancien Régime, le Moyen-Âge, enfin bon, ça c'est une erreur tout à fait typique. N'empêche, il y a du vrai dans son livre, et c'est ça qui est séduisant chez lui, c'est que quelque chose s'est passé en 1914, de toute évidence. Peut-être largement aussi important qu'en 1789. Pourquoi ? Parce que justement, en 1789, il ne s'est rien passé, parce que en fait, tout s'était déjà passé au XVIe siècle. Donc vous voyez dans quel sens, finalement, je suis un petit peu d'accord avec ce qu'il dit. Donc le manifeste du surréalisme, justement, participe à cette révolution que l'on peut placer en 1914-18, enfin, bon, avec cette grande guerre. On peut raisonner à la fois en termes de charnière immédiate, 1924, mais aussi en termes de long processus qui vient du XVIe siècle et qui se... le manifeste du surréalisme, grosso modo, a planté le dernier clou du cercueil du Moyen-Âge qui avait commencé à se refermer lentement au XVIe siècle. Voilà, c'est l'esprit dans lequel je voudrais faire ce petit discours aujourd'hui, sachant que ce qui s'est passé, donc, c'est la submersion du monde archaïque. Le monde archaïque entendu à l'européenne, c'est-à-dire la chrétienté médiévale, tout simplement. Hein. C'est un monde qui a mis du temps à disparaître. Il a fallu 3 siècles de modernité, suivis par le XXe siècle, qui a terminé tout cela. C'est-à-dire à partir de là, eh bien, en route vers les 30 Glorieuses, mai 68, Giscard d'Estaing, Jack Lang, la mondialisation, la liberté pour tous. Bon, voilà, hein, c'est une fois que les digues sont ouvertes, tout y passe. Alors, ce que je veux vous faire admettre, c'est que le manifeste du surréalisme est un élément essentiel du point de départ, enfin pas de départ, mais d'accélération de ce processus. Alors, lorsque l'on s'exclame c'est kafkaïen, le terme est péjoratif, il n'y a pas d'ambiguïté, on dénonce l'absurdité de la bureaucratie habsbourgeoise, bon, il n'y a pas de doute, personne ne veut vivre dans un monde kafkaïen, c'est évident. Par contre, quand on dit c'est surréaliste, il y a une ambivalence, parce que d'un certain côté, on dénonce un monde absurde, on dit c'est surréaliste, mais d'un autre côté, on fait référence à un mouvement, à une époque qui est totalement valorisée dans la culture française, puisque c'est finalement là que l'on place la liberté moderne à la française. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit c'est surréaliste? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on dénonce ou est-ce qu'on magnifie? C'est pas très clair. Il y a de la schizophrénie dans la culture française. Elle est là en raison du surréalisme. D'ailleurs, ça ne doit pas surprendre les lecteurs d'André Breton, qui ne sont peut-être pas si nombreux dans cette salle, à la fois quantitativement et qualitativement, enfin, proportionnellement et en termes absolus, puisque André Breton, dans son récit plus ou moins autobiographique, qui s'intitule Nadia, 1928, dans ce livre-là, Breton glorifie la folie en tant qu'essence même de la créativité. Donc schizophrène, folie, créatif, voilà, tout simplement. La citation du manifeste qui manifeste cela, elle est très claire.
Je cite donc, « Ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l'imagination. » Donc en gros, soyez fous, vous aurez de l'imagination, vous serez de grands artistes. En considérant Breton comme le porte-parole de l'esprit français, ce que nous avons tendance à faire, on se livre donc à la folie, c'est-à-dire à l'arbitraire, au geste gratuit, en un mot, à l'idéologie, tout simplement. Alors mesurons la différence avec d'autres facettes possibles de l'esprit français. Alors au hasard, Jeanne d'Arc, Le Jardin à la française, Molière, Monterland. Monterland qui a écrit en 1935, une dizaine d'années après le manifeste, un essai intitulé « Service inutile » pour montrer que l'homme est déterminé non pas par l'absurde, mais par le sens qu'il donne à sa vie. En l'occurrence, le sens du devoir, du service, lequel, même s'il est inutile, n'est pas arbitraire. Il est inspiré du latin inspiratio, c'est-à-dire le souffle, autrement dit l'esprit. Alors, le surréalisme dénie toute existence à l'esprit. Je vois qu'en fait, j'ai oublié de demander au régisseur de lancer mon PowerPoint, puisque c'est maintenant que j'en ai besoin, mais j'espère qu'il est toujours là. Enfin bon, pour l'instant, c'est une définition. Je vais la dire de toute façon, mais c'est plus facile à suivre si c'est écrit, mais ça n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que le surréalisme? La définition est donnée dans le manifeste sous forme un petit peu encyclopédique. Surréalisme, je cite, non masculin, bon, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Alors, si vous avez bien suivi... Alors, l'image suivante, s'il vous plaît. Ah ben, c'est moi qui peux le faire, alors. Est-ce qu'il est... Voilà, Ah, oui, le voilà. Donc, vous pouvez vérifier ce que je viens de vous dire. Et en tout cas, d'après Breton, et d'après cette définition, ce qui est réel ne relève ni de la raison, ni de l'esthétique, ni de la morale. Alors vous retrouvez évidemment exit le vrai, le beau, le bien, tout simplement. Hein. C'est radical hein, comme approche. Et on dit que c'est ça l'esprit français. Voilà. Ce n'est pas seulement de la provocation de la part de Breton, c'est très sérieux. C'est parce que si rien n'a de sens, tout est effectivement permis. C'est ça l'idée. Plus précisément, et c'est écrit dans le manifeste, je cite, « L'homme propose et dispose, il ne tient qu'à lui de s'appartenir tout entier. » Donc en fait, l'homme doit reprendre possession de lui-même. Alors le surréalisme, on peut dire, et là je ne voudrais pas heurter les gens qui ont, mes collègues qui ont parlé des humanités ce matin, hein, comprenez bien ce que je veux dire. Mais le surréalisme pousse l'humanisme dans ses retranchements, mais ces retranchements logiques, puisque l'humanisme consiste à la reprise de possession de lui-même par l'homme, tout simplement. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que l'humanisme? Donc l'homme s'appartient en dénonçant toute possibilité de morale et de vérité. Breton réfute le mystère divin qu'il remplace par des fantasmes humains. À la part spirituelle du monde réel, il substitue des idées qui sont souvent très banales ou stupides. Et finalement, tout en ayant la prétention de dévoiler, je le cite, le fonctionnement réel de la pensée, le surréalisme, bien entendu, ignore le monde réel, absolument, qui n'est pas considéré comme digne de l'homme. Aujourd'hui, on dirait que le surréalisme est hors sol, si on veut. Alors faisons ensemble, je ne chante pas aussi bien, je ne vais pas chanter, n'ayez pas peur, mais je vais faire de la poésie par contre. Hein. Faisons ensemble un peu de poésie surréaliste amateur. Je gare ma voiture... Pardon. Ben non, justement. Je gare ma maison devant la voiture. C'est ça, le surréalisme. La phrase n'a aucun sens. Et l'accent est mis sur le « je ». Je. C'est moi. Cette affirmation est surréaliste. D'ailleurs, je l'ai inventée moi-même. Bon. Elle pourrait être extraite d'un poème de Robert Desnos, de Philippe Soupeau, tout ce que vous voulez.
Elle a tous les caractères du surréalisme, cette phrase. Elle est prétentieuse, elle manque d'humour, elle n'a aucun lien avec toute espèce de réalité, bien évidemment. Alors on peut essayer de la transformer pour la ramener dans le domaine de la réalité. Pas la réalité du réalisme à la Courbet, qui finalement est un naturalisme, tout simplement sans plus privé de toute spiritualité, mais une réalité complète qui ouvre sa part invisible, c'est-à-dire un réalisme spirituel. Alors voyons comment on peut transformer. Voilà, c'est bon. Dans ma maison, je fais le tour du monde. Alors l'accent n'est plus mis sur le je, mais il est mis sur le monde. Il y a une relation réelle qui s'instaure entre la maison et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une expérience authentique. Pourtant, la phrase à première vue n'a pas de sens, puisque une maison normalement est immobile, mais c'est une vérité indéniable. On peut faire le tour du monde sans bouger de chez soi. C'est une question de liberté, tout simplement, de vraie liberté. Dans le réalisme spirituel, je deviens libre quand je me laisse pénétrer par le mystère. Je peux voyager dans le monde si je laisse le monde venir à moi. Dans le surréalisme, je suis libre parce que je fais n'importe quoi. C'est une forme exacerbée de je fais tout ce que je veux, si on veut. Le surréalisme prend position à l'écart de la réalité, mais s'agit-il vraiment de l'exercice d'une volonté authentique? Ce sont plutôt les passions irrésistibles qui s'expriment, c'est-à-dire finalement inconscientes. D'ailleurs, la technique surréaliste, c'est l'automatisme. Comme vous le savez bien, c'est totalement inconscient. Donc le surréalisme devrait être rebaptisé. Son vrai nom, c'est du sous-volontarisme. Je gare ma maison ailleurs, n'importe où, parce que en fait, je ne tiens pas en place, tout simplement. Cela doit vous rappeler une pensée que vous connaissez bien, de Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre. Cette phrase semble avoir été écrite exprès pour dénoncer notre époque. Pourtant, Pascal n'est pas un auteur du XXe siècle, vous le savez bien, mais il était un peu prophète, en le sens qu'il fut un observateur attentif de son époque. L'agitation stérile, donc absurde, qu'il a décrite, a sans doute existé par ailleurs à toutes les époques, pas seulement la sienne, ni la nôtre. C'est une tentation humaine. L'agitation, l'absurde, c'est humain, tout simplement. Mais ce qui remplissait Pascal d'inquiétude, c'est qu'il voyait cette mauvaise disposition prendre le contrôle du monde à son époque. En germe, dans les temps modernes, se trouvait déjà la modernité, ce qui ne devrait pas nous surprendre de toute façon, mais on n'y pense pas suffisamment. Il a fallu simplement quelques siècles avant que la modernité ne triomphe, et c'est en 1924, grâce au surréalisme. Je commence donc une deuxième partie dans mon développement qui est comment. Là, jusqu'à présent, j'ai essayé de définir le surréalisme. Maintenant, comment on en est arrivé là? Parce que bon, nous sommes des historiens, on essaie de savoir comment ça s'est passé. C'est l'histoire d'une manipulation, d'une opération d'influence formidable. Alors je cite encore le manifeste. On fait acte de surréalisme absolu, messieurs, Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Creveil, Delteil, Desnos, etc., etc. Il y a 19 heureux élus dans sa liste. Il semble que Breton passe en revue ses troupes, excusez-moi en général, ou plutôt ses adeptes, voire ses adorateurs. Le surréalisme a un côté sectaire. Avec Breton, l'âge des écoles, le romantisme par exemple, a évolué en âge des chapelles. Il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Dans un article intitulé « Le surréalisme entre spiritisme et totalitarisme » en 2003, Jean Clair a à peu près fait le tour de la question. Le surréalisme, d'après lui, est une entreprise hégémonique rondement menée. Alors, je cite Jean Clair. « Le surréalisme semble n'avoir pas vieilli. Confisqué par les universitaires et par les dévots, son historiographie est à peu près inattaquable. » Je ferme la citation. Son succès, poursuit Jean Clair, tient à une remarquable combinaison d'idées totalitaires et de méthodes empruntées aux sociétés secrètes. Il ne mâche pas ces mots. Tout cela a été imaginé dès l'origine par Breton, que Jean Clair qualifie, je cite, d'esprit autoritaire et confus.
Ajoutons qu'André Breton non seulement tyrannisait ses contemporains, ça on le sait bien, mais il ne rechignait pas à faire étalage de références prestigieuses, pour la plupart incapables de se défendre étant déjà morts, parfois depuis longtemps. Dans le manifeste, il y a une fameuse liste de grands auteurs adroitement qualifiés de surréalistes, à leur corps défendant évidemment, Chateaubriand est surréaliste dans l'exotisme. Bon. Baudelaire est surréaliste dans la morale, ou encore Edgar Poe, Dante, Shakespeare, dans ses bons jours. Bon, Breton distribue les points comme cela, à sa guise. Il était non seulement sectaire, mais aussi très snob, puisqu'il s'entoure de grands noms, mais aussi très habile. À la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, se trouve une petite bibliothèque spécialisée, incontournable pour les chercheurs littéraires, réunie en son temps par le grand couturier et mécène Jacques Doucet. Cette bibliothèque contient des manuscrits et des documents précieux sur des écrivains français tels que Baudelaire, Verlaine, Bergson, Breton, et par-delà Breton, Robert Desnos, Malraux, etc. En fait, le fonds est régulièrement abondé, continue à être abondé. L'objectif du fondateur était de constituer explicitement l'archéologie littéraire de la modernité. Au point de départ se trouve Baudelaire. À l'arrivée, les surréalistes. Vous voyez la manœuvre, hein. Or, autant les surréalistes sont modernes, autant Baudelaire ne l'était pas, comme on le sait bien. Il y a eu des travaux là-dessus, notamment Antoine Compagnon, que l'on peut critiquer, mais sans remettre en cause fondamentalement son constat. Baudelaire n'est pas moderne, il est anti-moderne. Ensuite, on discute, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. Mais la logique de cette entreprise patrimoniale mériterait d'être questionnée tout de même. Mais la réponse est très très simple. Il suffit de se pencher un petit peu sur les conditions de constitution de cette bibliothèque. Les jeunes gens que Jacques Doucet a engagés en 1922 pour le conseiller dans la constitution de son fonds documentaire sont André Breton et Louis Aragon. Donc Breton lui-même a fixé dans le marbre la supposée continuité moderne de Baudelaire à lui-même. Très modestement. Il s'est en quelque sorte donné pour ancêtre Baudelaire et pour postérité tout ce qui devait être produit en France après lui. La France est devenue moderne et surréaliste et depuis elle n'en démord pas ou très très peu. André Breton, grand prêtre autoritaire, y veille, mort plus encore que vivant. Ce succès d'André Breton rappelle celui d'un autre génie de la propagande qui s'appelle Giorgio Vasari, dont il m'arrive de parler, au XVIe siècle. Vasari est l'auteur d'un célèbre ouvrage intitulé Vie des meilleurs peintres, 1555, où l'on apprend que les meilleurs artistes de tous les temps sont italiens, vivent à Florence ou dans les environs, et sont les contemporains et les amis de Vasari. C'est une apologie de la Renaissance. Vasari était un courtisan de Côme de Médicis. Il a réalisé pour son maître une opération de relations publiques extraordinaire, puisqu'elle continue à fixer les normes jusqu'à nos jours. Vasari est considéré dans les livres comme le fondateur de l'histoire de l'art, tout simplement. Et c'est lui qui a fixé effectivement les normes de l'histoire de l'art. En particulier, c'est de lui que l'on tient l'idée que le Moyen-Âge est obscur et inculte. C'est lui qui a employé ces termes pour la première fois, qui ont été repris dans tous les domaines, mais ça vient de l'histoire de l'art. D'après lui, le Moyen-Âge n'a produit aucune œuvre d'art. Le Trecento, en vérité, n'est pas du Moyen-Âge, mais est une espèce de préparation de la Renaissance. Giotto n'existe qu'en tant que préparateur de la Renaissance, avec une assimilation totalement abusive entre le gothique italien et la pré-Renaissance italienne. Donc toute l'histoire de l'art continue à ressasser ce paradigme fixé dès le XVIe siècle, et comme l'a remarqué Jean Clair, c'est tenu avec beaucoup de discipline. Après Giorgio Vasari au XVIe siècle, en 1924, André Breton, à son tour, a franchi une nouvelle étape dans la marche du progrès moderne, avec la même assurance que son prédécesseur. Alors, comment cette entreprise a-t-elle été possible? Comment convaincre des esprits intelligents et cultivés que nous sommes d'un mensonge total, d'une illusion? Eh bien, en recourant à des manœuvres psychologiques très très élémentaires,
la séduction, la flatterie des bas instincts, l'encouragement du carriérisme, l'exercice de la terreur parfois, un peu de sadomasochisme, le fonctionnement sectaire, tout simplement. Alors ajoutons également, et là je me penche sur le contexte des années 20 après la guerre, le contexte spécifique des années 20, en l'occurrence le traumatisme provoqué par les massacres de la Grande Guerre et la victoire totale de la technique, qui je pense est essentielle pour bien comprendre. Parce que se ranger du côté de la technique, de l'automatisme surréaliste, c'est une technique. C'était c'est-à-dire se ranger du côté de la technique contre l'homme et ses faiblesses, finalement, puisque le vainqueur de la guerre de 14, c'est la technique. Le perdant, c'est l'homme, qu'il soit français, allemand. L'homme a perdu en 18, pardon. Alors, en devenant surréaliste, on se range du côté du vainqueur, du côté de la technique. C'est assez séduisant, tentant. Alors surtout, si pour détendre un peu l'atmosphère, on se place dans un rapport ironique avec cette grande tragédie de la guerre. Rappelons-nous l'affaire des mamelles de Tirésias. Une pièce de Guillaume Apollinaire sous-titrée « Drame surréaliste ». Alors, le 24 juin 1917, un jeune homme, qui s'appelle Jacques Vacher, tira un coup de pistolet dans le théâtre lors de la représentation de cette mamelle de Tirésias. Il a tiré un coup de pistolet, donc coup de théâtre, évidemment. Pourquoi a-t-il fait cela ? Alors, il a dit ensuite « La pièce, à mon goût, était trop artistique ». Bon, donc il sort son pistolet et il tire en l'air. En l'air quand même. Il s'agit d'un canular, évidemment. André Breton, en racontant plus tard cette anecdote, plus ou moins authentique, plus ou moins fictive, parce qu'on ne sait même pas si ça a eu lieu finalement, affirmait voir dans ce geste le sommet inégalé de l'art. Une performance, autrement dit. Alors le jeune homme, le pauvre Jacques Vacher, quant à lui, est mort 2 ans plus tard, à l'âge de 23 ans, dans une chambre d'hôtel d'une overdose d'opium. Pour André Breton, ce père fondateur, ce jeune père fondateur du surréalisme était très commode. Il était à la fois spectaculaire et peu encombrant. Jacques Vacher, alors, d'où son insertion parmi les grands auteurs de l'anaphore du manifeste, je vous ai dit, Chateaubriand est surréaliste, etc. Bon. Alors Jacques Vacher, le pauvre, est surréaliste en moi, écrit Breton. Il y a quelque chose du cannibalisme dans cette expression. Jacques Vacher est surréaliste en moi, Breton, fondateur du surréalisme. C'est très étrange, c'est très inquiétant, je trouve. Comparons l'attitude de Breton avec ce qu'écrivait un peintre de l'époque, Paul Sérusier, dans une lettre à un autre peintre, Maurice Denis, en 1915. Alors il écrit, je cite, « La guerre prend les proportions d'un cataclysme qui transformera la face de l'Europe et sa forme de civilisation. Qui peut prévoir en quel sens ? Si cependant, dans l'ère à venir, il subsistera quelque chose de la tradition, c'est nous qui en sommes les dépositaires. Donc nous autres, les artistes. » Et c'est ma troisième partie pour finir. De quoi le surréalisme a pris la place ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Parce que nous ne sommes pas seulement des historiens, mais aussi on s'interroge sur les choses. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le surréalisme ? Autrement dit, quelle est cette tradition que Paul Sérusier souhaitait préserver et que le surréalisme, de toute évidence, a anéanti totalement ? Alors c'est une tradition qui remontait aux âges archaïques et qui s'était frayé un chemin dans la culture française médiévale avant d'être étouffée déjà par les temps modernes, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et le surréalisme n'a fait que refermer le cercueil. À la fin du XIXe siècle, avant le surréalisme, juste avant, in extremis, cette tradition venait d'être redécouverte par des peintres, alors qu'on peut qualifier d'antimodernes, si on veut, comme Puvis de Chavannes, Cézanne, Gauguin, Émile Bernard, Van Gogh et tous les peintres nabis, d'une manière générale, qui sont la quintessence de cette époque. Ces artistes avaient pris conscience, donc entre 1880 et 1920, grosso modo, avaient pris conscience que la modernité est une impasse,
que le naturalisme et le progrès technique sont des vanités stériles, à savoir la perspective, les proportions, l'obsession de représenter ce que l'on voit avec exactitude. Leur intention est comme celle des iconographes ou des moines enlumineurs. Iconographe, c'est-à-dire peintre de tous les temps, moine enlumineur, peintre du Moyen-Âge, mais dans les deux cas archaïques. Ils ont compris, donc ils avaient l'intention de représenter toute la réalité, c'est-à-dire surtout ce qu'elle a d'invisible, tout ce qui n'est évidemment pas assujetti à l'exactitude. Ce qui est invisible ne doit pas être représenté avec exactitude, c'est tout à fait autre chose. Ce qui est rendu visible par le peintre, c'est l'expérience humaine dans son caractère à la fois naturel et surnaturel. Alors, voici une image. C'est Maurice Denis, Les Muses, 1893. Cette peinture de Maurice Denis, dont le sujet lui-même est l'art, les Muses, dévoile les rapports indissociables entre la nature et la culture. Vous voyez par exemple les feuilles des arbres et les motifs de feuilles sur les tapis. Ce tapis qui recouvre le sol d'une forêt n'est pas du tout surréaliste, parce qu'il n'est pas arbitraire. Il est là comme une métaphore entre la nature et la culture. Ce n'est pas du tout arbitraire. Cette œuvre est extrêmement apaisante parce qu'elle nous plonge dans une réalité intemporelle. Elle nous fait pressentir par analogie ou métaphore, justement, les conditions de la vie éternelle, qui est une réalité spirituelle. Les arts et les muses élèvent notre cœur. De plus, l'observateur n'est pas tenu à distance, il est invité à joindre cette assemblée délectable. On est invité dans le tableau, je pense que c'est l'impression que vous avez. Voici le surréalisme. Le trouble, l'arbitraire, le jeu de mots stérile, le trompe-l'œil nuisible, un peu méchant même. Loin d'être une invitation, c'est une entreprise de domination sur le spectateur. Parce qu'on ne comprend pas, on n'est pas invité à rejoindre, on est exclu. Le surréalisme est une nouvelle étape dans la voie moderne prise par les arts depuis la Renaissance, une voie à la fois matérialiste et idéaliste, au service non pas de la vérité, mais de la domination, avec ce côté hermétique qui est très important dans la modernité. Autre problème lié à ce que je viens de dire, c'est le manque d'humour total. Bon, je suis un peu triste parce que je suis en train de procéder à un enterrement, donc vous ne pouvez pas non plus dire que j'ai beaucoup d'humour, effectivement, je m'en excuse. Mais le surréalisme n'a pas d'humour du tout. Il prétend en avoir, mais il n'en a pas. C'est la recherche de la facilité, de la puérilité liée au sentiment justement de toute puissance. Tandis que les œuvres Dada, en leur temps, parfois un peu désespérées, étaient généralement potaches. On rigole et puis on pardonne, c'est pas si grave. Mais par contre, avec le surréalisme, on est vraiment dans la puérilité qui peut être très très méchante, comme vous le savez. Parce que le surréalisme est imbu de lui-même, il est rempli de prétentions comme un enfant gâté. Et enfin, tout aussi grave, le surréalisme est une usurpation d'identité. C'est le détournement de l'esprit français. De surcroît, à la faveur de la vulnérabilité provoquée par un traumatisme, celui de la guerre, la victoire de la France en 1918 est une victoire à la Pyrrhus, pas seulement à cause de nos problèmes avec nos amis anglo-saxons qui ont suivi très très vite juste après, mais aussi parce que elle est suivie par une autodestruction culturelle. Vous voyez la différence avant, après. C'est assez frappant quand même. L'esprit français avant, l'esprit français, bon, nos amis belges, si vous voulez, après Magritte. En guise de synthèse, affirmons que le surréalisme est intimidant, infantilisant. Le réalisme spirituel, de son côté, aurait été édifiant. Que l'œuvre soit religieuse ou profane, le réalisme spirituel élève l'âme vers la réalité spirituelle. Celle-ci est d'une grande richesse, d'une diversité extraordinaire de la discipline classique française. Alors, on peut
parler du néoclassique, mais je citais Monterland, donc dont j'ai parlé un peu plus tôt, Puvis de Chavannes dans les arts de la peinture. Donc de cette discipline classique française jusqu'à l'évasion archaïsante et bizarre de Gauguin, ou encore de René Guénon, dont il y a un spécialiste ici, qui a publié en 1924 L'Orient et l'Occident. Hélas, le réveil du réalisme spirituel, qui a culminé entre 1880 et 1920, a été balayé par cette vague surréaliste. Avec la victoire du surréalisme, dans les années 20, le mystère et le sacré sont retournés se cacher dans les bois, dont le motif, celui du bois sacré, avait justement beaucoup inspiré les peintres nabis, dont on voit ici quelques représentations, mais il y en a beaucoup. Bref, tout s'est joué en 1924, lors de la victoire de la modernité, en l'espèce de la technique surréaliste, qui a mis fin à un bref âge d'or du réalisme spirituel dans la culture française et universelle. Un réveil de l'esprit français ne semble pas près de se reproduire, car l'entreprise de destruction surréaliste a été, pour ainsi dire, consolidée par le génie ou mauvais génie rhétorique et planificateur d'André Malraux. Malraux a écrit Les gratte-ciel commencent avec Cézanne. Alors c'est une double erreur judiciaire terrible et très très surréaliste, parce d'abord elle condamne le pauvre Cézanne à se pendre à un gratte-ciel, ce qu'il n'avait peut-être pas envie de faire, et surtout elle condamne tous ses successeurs à faire la même chose. C'est-à-dire, dès que vous voulez sortir du paradigme moderne, eh bien, vous vous pendez au gratte-ciel moderne. Donc, la dialectique moderne, postmoderne, est là pour longtemps. On n'en sortira pas. Elle a été planifiée, rangée dans le ministère de la Culture d'André Malraux. Alors, on me posait dernièrement la question, quand le surréalisme a-t-il pris fin ? Il n'a jamais pris fin, évidemment. En tant que mouvement, il a prononcé son autodissolution en 1969. Mission accomplie. Et le surréalisme existe toujours autour de nous, en tant que culture, civilisation. Et pour employer l'expression de Breton lui-même, le surréalisme vit en nous. Et donc, pour rebondir un petit peu sur quelque chose qui a été dit hier soir dans cette salle, c'est d'un exorcisme dont nous avons besoin. Pas d'autre chose. Je vous remercie de votre attention.